De retour dans 72 Sports, on débrief donc les 24 heures du Mans, 92e édition remportée donc par Ferrari devant Toyota. Ferrari place également une autre voiture sur la 3e marche du podium et je vous le disais, au pied du podium, il y a donc Porsche qui aura mené 2 fois la course avec la numéro 6 et la numéro 5. Mais le constructeur allemand donc termine en 4e place pour pas grand-chose d'ailleurs, c'était serré pour jouer le podium pour Porsche. Ah bah oui, parce qu'ils avaient déjà la force du nombre au départ, il y avait 6 Porsche engagés. Moi j'avoue avoir mis une petite pièce sur Porsche, je pensais qu'une Penske l'emporterait, ne serait-ce que pour fêter la victoire de l'historique, de l'emblématique, de l'iconique Roger Penske, qui du haut de ses 87 ans était présent ici. On rappelle que c'est juste un homme qui a tout remporté avec ses écuries dans sa carrière et qu'on aurait bien aimé gagner, mais donc ce n'est que partie remise. Porsche n'a pas connu de vrais problèmes mécaniques, les voitures ont été fiables et solides, mais en revanche les pilotes ont connu quelques petits avatars et puis on va dire qu'ils ont été battus à la régulière en termes de performance par plus fort qu'eux. Le premier pilote français dans ces 24 heures du Mans et donc d'ailleurs dans cette voiture, c'est Kevin Estre qui aura marqué cette édition avec la pole position jeudi. Ouais, ça a été une sacrée performance, inattendue. On n'attendait pas forcément les Porsche dans la lutte pour la pole position. On attendait un petit peu plus Sébastien Bourdet. On sait que sur un tour, il est toujours aussi bon. Termine 3e, je crois. Termine tout à fait. Et parce que justement, il n'y avait plus d'essence. Ouais, stratégie un peu agressive de Cadillac. Et cette Porsche qui, vraiment dans un sens de l'attaque absolu, on voit... Je trouve que les passages du virage fort des raccordements de Kevin Estre, c'est limite du rallye. La voiture, elle glissait partout. Ouais. Mais il était en full attaque. Et puis surtout, il savait, et il avait quasiment plus de carburant. On est à la limite, on parlait du 1% de Ferrari à l'arrivée. Là, on était sur du 0%. Et il finit son tour en électrique tellement il avait mangé de l'essence, on peut le dire pour le coup, pour cette pole position. Donc non, ça c'était une belle performance de la part de Kevin Estre qui a souvent été dans le coup. Je pense qu'ils ont été à contre-temps sur quelques décisions, notamment sur les pneumatiques. C'était là où il fallait jouer. On voit sur la 5 notamment de Makowiecki où il reste en stick alors qu'il se met à pleuvoir et qu'on sait qu'il va pleuvoir longtemps. Donc il y a eu quelques petits défauts encore de fonctionnement, mais la progression elle est réellement là en termes de fonctionnement de l'écurie Penske. C'était pas le cas l'an dernier, on trouvait que c'était un peu brouillon par moment. Là, ça a été vraiment très sérieux. Je pense que l'année prochaine, avec l'évolution moteur qu'ils attendent, là aussi, on parlait du resserrement vers Toyota et Ferrari. Là, clairement, la Porsche va être dans ce coup-là aussi. Et puisque nous parlons des pilotes français, intéressons-nous également aux constructeurs français qui étaient engagés dans cette catégorie hypercar, avec 2 constructeurs engagés dans ces 24 heures du Mans, Peugeot et Alpine. Semaine compliquée, hélas, pour les 2 constructeurs français. Commençons par Alpine, avec 2 équipages qui ont dû fermer les rideaux de leur stand assez tôt dans la course, malheureusement. Ce qui concerne Alpine, oui, ça c'est un coup dur, puisqu'après 5 heures, les 2 voitures étaient hors course. Problème mécanique, problème moteur. Donc là, il n'y a rien à faire, c'est le coup du sort, comme dira l'autre. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'Alpine a pu mettre sur cette édition des 24 heures, sur la piste comme en dehors. On pense bien évidemment au fait que Zinedine Zidane ait donné le coup d'envoi. On pense au fait qu'Alpine, il y a une exposition au musée des 24 heures. On pense au fait aussi qu'ils étaient parrains de la parade. Enfin, il y avait beaucoup de choses organisées autour d'Alpine. C'est un vrai phénomène. Il y avait beaucoup d'attentes. Et c'est ce qui a jugulé justement cette déception amplifiée, on va dire, parce que c'est pas normal que les 2 voitures. Mais là, il y a un problème moteur évident. Il va falloir remettre les mains dans le cambouis. Je pense que chez Megachrome, il va y avoir une réunion au sommet, mais il est évident que c'est une grosse déception parce que Alpine était plus que moins dans le coup depuis le début de la saison. Il faut rappeler que c'est leur retour au plus haut niveau de l'endurance. Et inévitablement, on attendait mieux que ça en termes de résultats. Surtout que ces autres rivaux, Lamborghini et Isotta, ont rallié l'arrivée et une place assez digne, on va dire. Image toujours assez triste, oui Guillaume. J'ajouterais, je suis assez d'accord avec Bruno, il y a eu une grosse déception autour de la performance absolue, mais quand on se projette sur la suite, sur cette Alpine, ce qu'on a pu voir, c'est qu'elle était dans le rythme, et contrairement à la Peugeot, on va y arriver après, elle est dans le rythme, cette voiture, elle a un moteur qui, enfin en tout cas, visiblement, elle est bien pensée, elle fonctionne bien, il reste à la fiabiliser, et en fait, dans le règlement, ça coûte moins cher de fiabiliser une voiture que de la rendre performante, tel que le règlement hypercar est pensé. Donc, ils vont trouver des solutions pour la rendre fiable, mais en tout cas, cette voiture fait quelque chose que la Peugeot ne sait pas faire, c'est aller en hyperpole.
et elle l'a fait 2 fois de suite à Spa, au Mans. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On se dira bien que, par exemple, la Lamborghini, effectivement, elle est fiable, mais manquait un petit peu de performance. C'est vrai que la voiture est bien née, quoi, en fait. C'est ça par rapport à la Peugeot l'année dernière. On avait tout de suite compris qu'elle était mal née et que ce serait difficile de réussir des performances. En revanche, là, l'Alpine est bien née. Et bon, là, ils se sont heurtés à un problème de moteur. Alors c'est ballot parce que ça arrive au Mans, c'est l'événement de la saison en championnat du monde, hein, évidemment, tout le monde rêve de gagner les 24 heures du Mans, mais c'est quand même globalement mieux que l'autre rival français, puisque c'était la première fois dans l'histoire que les deux rivaux se rencontraient. Et l'autre rival, donc, c'est évidemment Peugeot, qui termine avec la 11e et 12e place. Que faut-il retenir de la firme au Lyon de ces 24 heures? Vous les attendiez plus haut que ça, j'imagine, Guillaume? Pour moi, c'est un flop. C'est un vrai flop parce que on attendait beaucoup d'eux par rapport au fait que la voiture a une nouvelle aéro, qu'elle est censée rentrer dans la fenêtre aérodynamique des autres hypercars, donc les Ferrari, enfin de sa catégorie, la LMH, donc les Ferrari, les Toyota. Elle devrait être en tout cas plus proche de ces voitures-là. Ils ont rarement été dans le rythme, 2, 3, 4 secondes plus lent. Peut-être qu'on peut se poser, on disait cette voiture elle est mal née. Je pense que c'est la bonne phrase parce que finalement c'est pas l'aéro qui pose problème, c'est peut-être le moteur qui est pas bien calibré pour l'hypercar. Peut-être que en fait les pilotes sont déjà au maximum de la performance de cette voiture et qu'il est difficile d'en tirer plus. Là c'est peut-être les ingénieurs de Satori qui vont trouver les solutions parce que je pense que c'est une équipe qui travaille beaucoup, qui sait faire des coups stratégiques. On a vu, eux ont pris toutes les bonnes décisions. Pour le coup, ça ne se voit pas parce que la voiture est trop lente, mais ils sont toujours dans les bons coups et peut-être qu'il va y avoir d'autres décisions à prendre. Ça m'inquiète un peu pour la suite, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, je pense que chez Peugeot, on va commencer à s'agacer du manque de performance. On va voir donc les prochaines années où il y aura très certainement du travail à accomplir du côté de la marque et du constructeur français pour essayer de revenir et de remonter un peu plus haut dans le classement des 24 heures du Mans. On espérait un podium pour notre Sartois, Sébastien Bourdet, volant de sa Cadillac, qui venait avec des ambitions de podium, comme c'était le cas en 2023. Il n'y aura qu'une 7e place, de la voiture qui n'appartient pas à Sébastien Bourdet, hein, Bruno. Oui, forcément, c'est une déception pour Sébastien, surtout qu'on a vu qu'en termes de performance, la voiture était là en qualification, hein, on l'a dit tout à l'heure, il a réalisé le 3e temps, et ça joue à rien pour l'Hyperpole. Bon, bref, on a vu que cette Cadillac, comme les autres Cadillac, était dans le coup cette année, mieux encore que l'année dernière. Et puis voilà, en course, elle a connu elle aussi son petit lot de soucis, hein, problème, une fuite d'huile, hein, je crois, sur sa voiture à lui, la numéro 3, qui les prive peut-être pas d'un podium, mais d'une place honorable, hein, parce que je pense qu'ils étaient quand même un ton en dessous, surtout qu'il leur manquait, Sébastien, comme les autres, hein, l'ont dit à maintes reprises, de la vitesse en ligne droite. Il leur manquait à peu près 10 km/h par rapport au Porsche, par rapport au Ferrari. Donc c'est beaucoup, c'est même énorme, quoi, répété sur le nombre de tours. C'est énorme, voilà. Ça veut dire qu'il fallait compenser ailleurs et que Sébastien, lors de l'Hyperpole, il a dû compenser ailleurs pour ces fameux 10 km/h qui manquaient en ligne droite. Et puis que dire également, Guillaume, de la folle semaine de la Porsche de Ernst Team Jota. Je pense que toute l'équipe se souviendra de sa semaine du Mans. Oui, ça a été un véritable challenge. Alors c'est assez rigolo parce que, alors là on le voit à l'écran justement, il y a un Sartois qui travaille dans cette équipe, qui est Damien Crochon, on le voit là encore à l'écran, qui est l'un des 3 chefs mécanos de cette voiture, qui m'a beaucoup parlé des conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Ils ont dormi à peine 1 heure entre mercredi soir et vendredi. Ils ont récupéré un châssis en fait qui était un châssis qui devait être présenté au public à Arnage. Donc ils ont reconstruit tout autour de cette voiture. Ça leur a pris 1 journée et demie, là où normalement une Porsche 963 pour la mener et faire tous les tests de vérification, non, c'est 2 semaines. Ah oui. Donc ils ont fait en 2 jours le travail en 2 semaines. Alors le patron, peut-être David Clark, va être très content d'apprendre ça, que finalement on peut faire le travail en 2 semaines. Les mécanos peut-être un peu moins. Mais voilà, ils ont reconstruit la voiture et effectivement en course. Donc nous on était vendredi soir à l'aérodrome, on a pu voir le démarrage de ce moteur, le soulagement sur tous les visages. Ça, c'était un moment assez émouvant qui montre aussi que Le Mans, c'est beaucoup pour ces gens-là. C'est aussi beaucoup de gens qui sont dans l'ombre, des ingénieurs, des mécaniciens. Moi, je connais très bien l'ingénieur piste de cette voiture, Olivier Bertha. Et on se rend compte que Le Mans, c'est un grand moment de l'année. C'est pour ces gens-là aussi. Et quand samedi, elle est partie, moi, j'ai eu un peu d'émotion de la voir, cette voiture. Alors, ils ont eu des petits soucis. C'était déjà une victoire, déjà. C'était déjà une victoire. Ils ont eu des petits soucis, probablement un capteur sur la boîte de vitesse qui faisait que les vitesses passaient un peu trop tard. Ça a beaucoup déstabilisé l'équipe. Ils ont perdu du temps en début de course sur ça. Mais sinon, ils pensaient qu'ils étaient dans le coup. Ils étaient même un peu meilleurs que les Porsche Penske. On l'a vu notamment en Hyperpole. Ils étaient très vite. Et en stratégie, ils ont aussi été très bien. Donc,
Cette équipe, il va falloir la suivre de près parce que pour moi, elle va changer de constructeur l'année prochaine et cela risque peut-être de nous intéresser, nous, parce qu'il y aura peut-être un Sarto au volant de cette voiture. Ah bah oui, je pense que ça devrait être annoncé même au Grand Prix au Brésil. Normalement. Voilà. Une marque américaine, on en a dit, qui fait un beau bruit. Voilà, on en a dit beaucoup. On en a dit plus. Les 24 heures du Mans qui n'ont jamais rassemblé autant de monde sur le circuit, 329 000 spectateurs présents, record historique, record encore battu, avec toujours autant de ferveur évidemment. Parmi les moins bonnes nouvelles, du moins les choses qui ont fait un petit peu plus parler, messieurs, ce sont les neutralisations de course. On parle de cette interruption de course dans la nuit, pas moins de 4 heures tout de même de safety car, de neutralisation dans la nuit à cause des conditions météo, de la pluie. Est-ce qu'il y a un problème, à votre avis, messieurs, au Mans, avec la pluie et les neutralisations, Bruno? Avec la pluie, mais ça, on ne pourra rien y faire. Je pense que la pluie au Mans, les dieux du Mans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, décident du sort de la course et du vainqueur. C'est vrai que le Mans est réputé pour ça, c'est un petit peu comme Spa. Il peut y avoir des endroits où la pluie est diluvienne à certains endroits du circuit, et puis à d'autres un peu moins. Cette année, on a été servi. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé là fait encore débat. Il y a les pour, il y a les contre. Certains regrettent que la course ait été neutralisée aussi longtemps. C'est presque un tiers, même sur l'ensemble des 24 heures. Je crois que si on met tout bout à bout. D'un autre côté, il y a aussi des pilotes qui vous disent que quand on est derrière, on se prend toute la pluie, tous les embruns, quoi, si on était de monde dans la voile. Et c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose. Les anciens vous diront que nous, à notre époque, on roulait hardi petit sous la pluie. Non, c'est vrai qu'il y a plein de raisons, il y a plein de... Voilà, on s'en sortira jamais, quoi, je veux dire. C'est un débat qui est... Voilà. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte et qui n'était pas fait avant. On ne changeait pas les rails quand il y avait un accident. On le faisait en tout cas beaucoup moins. Du temps aussi. Ça prend du temps. Et en fait, je pense qu'on préfère avoir 4 heures de safety car parce qu'il pleut et qu'on va pouvoir repartir quand on veut, que 6 heures de safety car parce qu'il faut changer les rails. Et on avait vu à Spa, ça a mis beaucoup de temps, parce qu'il faut vérifier, il faut quasiment refaire une homologation. Donc, en tout cas, le directeur de course doit se déplacer sur place pour dire c'est OK, on repart. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il faut prendre en compte cela. C'est la sécurité des pilotes, c'est aussi la sécurité des gens autour du circuit. Et il faut prendre ça en compte malgré tout. Je pense aussi que, vu les conditions de pluie, à 5h, 6h du matin dimanche. Quand je suis sorti de chez moi et que j'ai vu la pluie tomber, pour moi, je me suis dit je vais arriver au circuit, il y a drapeau rouge. Parce que vraiment, on n'y voyait rien du tout. Et le fait que c'est dangereux, et plusieurs pilotes nous ont dit, je pense que s'il n'y avait pas eu ces neutralisations, à un moment ou à un autre, il y aurait eu quelque chose de grave. Donc, c'est sûr que c'est plus simple quand nous, d'extérieur, on est un peu déçus. Mais je pense qu'au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait plein d'hypercars sur les 8 dernières heures. Et on n'a pas non plus gâché notre plaisir de voir ces bagarres. Je pense à vers 11 heures, là, quand toutes les voitures, les Porsche, les Cadillac, les Ferrari se battaient à coups de roue. On était vraiment contents de ça. Nous, pour le petit déjeuner, on était gâtés. Oui, comme rarement, parce que c'est vrai que, bon, comme tu le dis, la sécurité prévaut. Le circuit n'est pas illuminé ici comme dans le studio. Que là, ça a permis d'entretenir le suspense. Alors c'est vrai que c'est pour le spectacle, et comme rarement, parce que souvent, quand on arrive le dimanche matin, on ne va pas dire que les places sont figées, mais souvent, les directeurs d'écurie disent, bon voilà, on va plus favoriser la 7 ou la 8, parce qu'elle a 3 tours d'avance par rapport à 8, que là, vraiment, tout était encore possible, quoi. C'était vraiment la bouteille à l'encre, comme on dit. Il y avait encore au moins 8 voitures, possiblement, sur la plus haute marge du podium. Petite nouveauté également cette année, c'est l'interdiction de chauffer ses pneus. C'était important. Est-ce que ça vous a plu, cette nouvelle réglementation? Sur le papier, moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est stratégique et on voit il y a une notion de pilotage, il y a une notion de stratégie, il y a une notion d'anticipation. On peut par exemple se dire on va perdre beaucoup de temps en changeant les pneus, donc on va rester plus longtemps sur les pneus usés. Donc ça demande aux pilotes d'être plus fins dans le pilotage, de faire plus attention. Moi j'aime bien cette notion-là. Les complications que ça apporte, réglementaires, beaucoup moins. Nous, on a pu voir notamment, évidemment, chez Ferrari, on sait très bien faire ça, un petit peu la commedia dell'arte, si je puis me permettre, mais Antonello Coletta, dès mercredi, donc le directeur de la Scuderia, qui, oui, mais il y en a potentiellement qui ont peut-être trouvé des solutions pour chauffer les pneus en cagette. Je me dis, ça apporte quand même beaucoup de difficultés. C'est un peu dommage. Donc, après, c'est les optimisations de règlement. Ça, par contre, ça me fait rire, personnellement. Mais on trouve des solutions pour un petit peu ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Voilà. C'est ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est ça. On souffle sur les pneus avant de... Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça, j'aime bien. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et on a pu voir des choix
pneumatique, justement, par exemple, on parlait du choix malencontreux de Makowiecki sous la pluie de rester en stick. C'est totalement un choix comme ça. C'était pour éviter de devoir se chauffer les pneus, gagner du temps. On estimait ça à peu près 15-20 secondes autour, la chauffe des pneus. Et j'ai bien aimé cette partie d'échec. Après, le côté politique autour, un peu moins, ça c'est sûr. Et rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps pour finir ce grand débrief des 24 heures du Mans, ne font plus partie du WEC en 2024. Je parle évidemment des LMP2 qui étaient bien présentes pour les 24 heures du Mans, du suspense jusqu'à dimanche midi dans cette catégorie. Et donc avant que Oliver Jarvis, sur son Oreca numéro 22, s'échappe, United Autosport qui remporte la catégorie LMP2. Deuxième succès pour l'écurie anglaise après 2020. Bruno, quel bilan vous tirez de cette catégorie LMP2 ? Alors c'est vrai qu'on s'est moins intéressé à la catégorie LMP2 que durant les dernières années parce que y avait un plateau exceptionnel en hypercar, hélas pour elle, et en plus c'est des voitures qu'on voit uniquement aux 24 heures du Mans puisqu'en WEC elles sont plus acceptées maintenant. La bagarre, pareil, mais comme dans les trois catégories en fait, elle a été intense jusqu'au bout. United, l'écurie américo-anglaise, s'impose. C'est pas une surprise, je veux dire, on les donnait parmi les favoris avec Cool Racing. Enfin voilà, c'était vraiment, c'est des équipes qui sont performantes déjà en Europe. Le Mans Série, donc elles avaient toute légitimité, elles sont bien pilotées, et même pour globaliser, puisqu'on parle de pilotes, je parle de pilotes, je trouve qu'aujourd'hui il y a un renouvellement et on voit apparaître au plus haut niveau des pilotes qui sont pour la plupart issus de la monoplace, qui trouvent pas de place en Formule 1, qui arrivent aujourd'hui en sommet de l'endurance, et ça fait du bien aussi, quoi. À contrario, il y en a quelques-uns, je pense à André Lotterer, qui a conduit jusqu'en fin de soirée, mais qu'on n'a plus revu le dimanche au volant de la Porsche. Vous voyez, ça marque un petit peu, on est en train de marquer aussi là, un moment important avec un renouvellement d'une nouvelle catégorie de pilotes. Avec un Sartois d'adoption dans cette catégorie, Rechad De Gerus, né à La Réunion et qui vit donc qui vit au Mans depuis 7 ans. Il a participé donc à ces 24 heures du Mans avec son équipage sur une voiture dans l'équipage IDEC Sport. Et je vous propose justement de l'écouter au micro de nos reporters au plus près du terrain. Ouais, très bien, honnêtement, je ne pouvais pas rêver beaucoup mieux. On s'est bagarré pour la victoire jusqu'à la fin. On finit sur le podium des 24 heures du Mans après une édition qui était très compliquée. Donc vraiment, on est très content d'être là et c'est un grand plaisir d'être ici avec IDEC Sport sur le podium des 24 heures du Mans. Donc c'était, au bout d'un moment, c'est sûr qu'on a l'impression de survoler un peu la course. On a pris la tête à un moment sous des conditions qui étaient très compliquées. Donc franchement, très content d'être à l'arrivée et d'être sur le podium. C'est vraiment un grand pas pour moi dans ma carrière. Vive la Sarthe. Ouais, vive la Sarthe, oui. C'est vrai, on se sent bien aussi quand on est un peu sartois quand même. C'est mon Grand Prix à domicile, donc ça fait 7 ans que j'habite ici, ça fait très longtemps que je rêve d'être sur le podium des 24 heures du Mans, j'y suis enfin, donc c'est incroyable. Voilà pour la réaction de celui qui a placé sa voiture sur la 3e place de cette catégorie LMP2. Et puis il y avait cette catégorie LMGT3, nouvelle catégorie. C'est Porsche qui s'impose donc avec l'écurie Mantei Racing EMA. BMW termine 2e avec WRT. Et pour sa première fois au Mans, Mustang prend la 3e place avec Proton Compétition. Un Sartois également dans cette catégorie, il s'agit d'Arnold Robin, Guillaume. Alors Arnold qui a eu un week-end, un samedi un peu compliqué parce que lors du warm-up, Nick De Vries qui était en train de regarder son volant, donc d'ailleurs ça veut dire n'utilisez pas votre portable au volant, parce que là on a vu exactement ce que ça pouvait faire, qui s'est fait heurter par derrière, donc ça a été un peu compliqué. Alors c'était pas lui, c'était son équipier qui se fait rentrer dedans, mais ils ont dû commencer avec des dégâts sur la voiture, un petit peu de pénalité, puis ils sont remontés, ils n'étaient pas si loin du podium. Lui, il s'est retrouvé à piloter en plein milieu, on va dire, de la tempête, quand il y avait du vent et de la pluie. Il dit, c'était compliqué parce que, en fait, c'était tellement un rythme bas que, il disait, on commençait à piquer du nez, comme quand on fait un peu trop la route. Mais bon, au final, la voiture est à l'arrivée, elle a montré un potentiel qui était plutôt intéressant malgré tout, une fiabilité aussi exemplaire. On va l'écouter, justement, le pilote sartois au micro d'Amoun Chamsoudine. Un sentiment de fierté immense d'avoir terminé la course. C'est notre objectif. On a eu des problèmes au warm-up qui nous ont fait partir des stands. Les conditions de course ont été ultra compliquées, des averses, de la pluie, des conditions changeantes. Donc on est passé au travers de tous les pièges. Notre premier objectif c'était de finir et on est vraiment très fiers de ça. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, à 4 heures de la fin,
on a cru ou on a espéré faire un petit peu mieux. Au final, une 7e place, ça reste très bon résultat. Donc non, moi j'ai aucune déception et je suis très fier de ce qu'on a fait. La fierté donc pour le pilote sartois Arnold Robin. Voilà pour ce grand débrief de cette 92e édition des 24 heures du Mans, remportée, je vous le rappelle, par l'écurie Ferrari pour la 2e année consécutive. Merci Guillaume Nedelec. Merci Bruno Palmé. On vous retrouvera l'année prochaine, évidemment. Et puis demain, pour Plus Belle Massart. Évidemment, puisque vous êtes également présentateur d'une très belle émission, donc à retrouver demain à partir de 19h. Et puis l'année prochaine, et puis Guillaume, on vous retrouve dans les colonnes du quotidien Ouest France. Avec plaisir. On parle de gymnastique dans quelques instants avec notre prochaine invitée Virginie Abadi, qui est la présidente de l'Acrosart, avec des athlètes de très haut niveau au sein de ce club sartois qui rayonne à l'international. À tout de suite.